Bonjour les amis et bienvenue sur Strat. Nous allons décortiquer la couverture The Economist 2026 et on va essayer d'en tirer les secrets. Qu'est-ce qui va se passer en 2026? Qu'est-ce qui est prévu par l'élite mondiale plutôt? Allons-y, c'est parti sur Strat. Alors, en premier lieu, on peut remarquer qu'il y a un gros gâteau d'anniversaire ici avec le chiffre 250. Ça représente tout simplement l'année d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Et ce qui est frappant, c'est que ce gâteau d'anniversaire est menotté à un point levé avec des menottes. Alors, qu'est-ce que cela peut signifier? Puisque normalement, l'indépendance, justement, on brise les chaînes qui nous liaient à notre maître et on est libre. Alors que là, le gâteau est attaché à main et poing levés. Je suis, pour ma part, je pense que pour ma part, le, le fait qu'il y ait le gâteau qui soit enchaîné signifie tout simplement que les Américains, en tout cas les États-Unis d'Amérique, sont tenus par une force obscure. Soyons clairs, on est sur Geopolstrat, on est direct par le Deep State, pour ne pas dire la communauté juive, et qui est euh, la garante en fait des institutions le shadow government, comme on appelle ça, donc les institutions qui sont dans l'ombre et les personnes qui réellement dirigent au niveau des États-Unis. Il y a toujours une bataille, il y a une bataille, et la bataille c'est absolument pas entre démocrates et républicains, ça c'est pour le grand public, c'est pour amuser la galerie. Il y a une bataille et cette bataille c'est entre, euh, il y a des patriotes, des gens qui veulent que ce soit l'Amérique d'abord, et les conspirationnistes, ceux qui veulent que un État étranger, euh, en tout cas ceux qui soutiennent un État étranger. Et là, en l'occurrence, on parle très simplement de l'État d'Israël. À côté de ça, nous avons, ce qui est très intéressant, un, un bateau de marchandises et qui fait feu sur le gâteau d'anniversaire. Et ça peut nous faire penser à la guerre commerciale qu'il y a actuellement, à la guerre tout court, hein, qu'il y a actuellement entre le monde de l'Ouest, donc le monde occidental, et les BRICS, ce qu'on appelle le Sud global, ce qui aujourd'hui moi j'aime pas cette appellation-là, mais bon, pour la clarté du propos, parlons du Sud global. Et en fait, on envoie une torpille sur le gâteau d'anniversaire. Et juste en dessous le bateau, on peut clairement reconnaître Xi Jinping, donc le dirigeant chinois. Je rappelle que la Chine euh, est l'usine du monde et que peut-être que pour Vie économiste, le signe du 250e anniversaire des indépendances des États-Unis marque une, un basculement du numéro un mondial qui était les États-Unis jusqu'alors vers la Chine. Alors, pour être très clair, les Chinois sont passés devant les Américains depuis très longtemps déjà sur le plan économique, sur le plan industriel, sur le plan politique et sur le plan financier. D'accord? Donc, mais il y a toujours ce marketing, pardon, qui consiste à vouloir montrer que les Américains, en tout cas, et, et le monde occidental avec sa tête de gondole, les Américains sont toujours les gens qui sont au-dessus, sans les Américains on peut rien faire, etc. Non, c'est faux. Ça a complètement basculé. Aujourd'hui, le monde se tourne vers l'Orient, avec la Chine, bien entendu, puissance économique, puissance financière, puissance commerciale, et la Russie, qui est une puissance également économique. Attention, il ne faut pas écouter BFM, iTélé, enfin iTélé, ça c'est pour les anciens, CNews et en tout cas tout ce qui est journaux français.
mainstream français. Aujourd'hui, la Russie est une puissance économique et militaire. Ensuite, vous avez l'Inde. Bon, l'Inde, qui est aussi une puissance économique, mais je pense pas qu'elle est au niveau, elle est très en dessous, en tout cas de la Russie et de la Chine, parce qu'en interne, ils ont pas mal de problèmes. Et ensuite, vous avez bien entendu l'Afrique qui est en plein boom. Alors quand on dit l'Afrique, l'Afrique c'est pas un pays. Pour beaucoup pensent que l'Afrique c'est un pays. Non, c'est pas un pays. Dans l'Afrique, il y a plusieurs Afriques. Il y a l'Afrique du Maghreb, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique au sud, le sud de l'Afrique et l'Afrique de l'Est. Et ensuite, bien entendu, l'Amérique latine. Donc en fait, cette torpille pour moi représente l'officialisation du déclin américain et qui est dû essentiellement, comme en Europe, aux élites américaines, aux élites occidentales. Alors, justement, on a un cerveau ici qui est relié à un jeu. Alors, mon interprétation de cela, c'est que ici, Xi Jinping, euh, certainement Poutine derrière, et je ne reconnais pas les deux autres, mais je sais que là, ici, c'est Xi Jinping et ici, c'est Donald Trump. Donc, Xi Jinping en dessous le cerveau, ça montre la stratégie chinoise, ça montre la planification chinoise. C'est des gens qui réfléchissent, c'est des gens qui sont extrêmement bons dans tout ce qui est planification. Je rappelle qu'en Chine, ce qu'ils appellent court terme sur le plan politique, c'est 60 ans. D'accord? Là où nous, en France, eh ben, le court terme, c'est demain matin. Voilà. Donc, le cerveau signifie des gens qui sont réfléchis, qui savent ce qu'ils font, qui sont stratèges et qui, petit à petit, grignotent du terrain. Et aujourd'hui, ils sont, bah, comme je l'ai dit, la puissance numéro un. Et ce cerveau est relié à une manette de jeu sous Trump, ce qui signifie que les Américains et le monde occidental sont dans une gamification de la vie politique. C'est un jeu. Aujourd'hui, ce sont des communicants. Ils ne font plus de politique. Ils ne passent à la télé que pour recevoir des votes ou pour être bien vus de telle ou telle communauté. Et très clairement, le fait que le cerveau soit du côté chinois et que la manette soit du côté américain, là encore, ça montre un déclin du monde occidental par les loisirs. D'accord? Et qu'est-ce qui relie, pourquoi le cerveau est relié à la manette? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ceux qui fabriquent ces jeux sont la plupart du temps chinois, et s'ils ne sont pas chinois, asiatiques. On a euh, en plein milieu deux épées qui croisent le fer. Ça représente la guerre commerciale, économique et financière. La guerre totale, en fait, entre la Chine et les États-Unis, parce que bien entendu, les Américains, eux, veulent rester numéro un, et la Chine veut devenir première puissance, en tout cas, et la nouvelle puissance mondiale. Donc, ils croisent les fers, et ça s'est vu notamment avec les différentes euh, absurdités de Donald Trump, de mettre des tarifs de douane absolument astronomiques, pensant que les Américains étaient encore maîtres, maîtres du jeu. Or, ce n'est plus le cas, et on a tout de suite vu la réponse de la Chine qui a fait de même et qui ont même interdit à certaines entreprises chinoises d'exporter vers les États-Unis des composants essentiels euh, pour les Américains. On a un char de combat sur la gauche des trois bonhommes et aussi un char de combat sur la droite. Et Trump est assisté de Modi, là c'est facile à reconnaître, Meloni, et derrière je pense que c'est le pauvre Zelensky, enfin le pauvre, le richissime Zelensky, grâce à l'argent des impôts des Français et des Européens. Alors c'est toujours le même concept, hein, c'est toujours le même concept de guerre. On fait la guerre, on essaye de s'en sortir par la guerre. Je rappelle qu'il y a une théorie qui existe qui consiste à dire quand une société arrive à maturité, eh bien, euh, pour
pour relancer l'économie, il y a des théories qui disent il faut relancer l'économie par le chaos, c'est-à-dire on va faire la guerre, on, on- on fait la guerre. Alors jusqu'à présent, c'était des guerres externes au monde occidental pour se préserver, mais aujourd'hui, je pense que euh, la guerre interne est inévitable. Il faut détruire pour tout reconstruire et faire en sorte que l'économie reparte. Parce que là où on est actuellement, là où les gens se pavanent avec 0,2 de croissance par semestre, et ben vous avez euh, dans le sud global, en Afrique, vous avez des croissances à deux chiffres, en Asie, vous avez des croissances à 6, 7, 8%. La Russie est en croissance positive, il me semble, entre 5 et 6% de croissance. Donc, il y a il y a cette théorie-là qu'il faut, euh, euh, par la guerre, relancer l'économie. C'est la raison pour laquelle nous voyons toutes ces gesticulations de Emmanuel Macron qui consistent à, selon les dépêches que j'ai pu lire à gauche à droite, demander aux hôpitaux de se préparer à renforcer les lits, etc., à se préparer à la guerre, envoyer le général, le chef d'état-major qui dit qu'il faut préparer la France doit se préparer à perdre ses enfants, alors que bon, l'opinion est dans un tel état de défiance envers les politiques et surtout est informée de ce qui se passe et pourquoi la guerre en Ukraine. Il n'y a pas de sondage, mais je suis sûr que la grande majorité des Français seraient absolument contre une intervention française, d'envoyer des troupes françaises euh, en Ukraine ou même, ou même faire la guerre directement à la Russie. D'accord? Il y a beaucoup de Français qui ne comprennent pas pourquoi on fait la guerre à la Russie. Parce que eux, ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est comment est-ce que je mange, comment est-ce que je me chauffe, ou comment je nourris ma famille. Voilà, ce sont les préoccupations principales des Français. Et malheureusement, l'élite occidentale, qui, je le reviens, dans une forme de gamification, de loisirs euh, en tout temps, eh ben, ne comprennent pas ça. Ils sont absolument déconnectés, hors sol, et pensent qu'envoyer faire la guerre avec la Russie, qui est une puissance militaire nucléaire. Bon, si Macron pense qu'il va pouvoir, avec nos amis européens, faire la guerre à la Russie, qui est en train de prouver sur le terrain que, euh, sur le terrain en Ukraine, qu'ils sont en train de gagner la guerre contre l'OTAN, bon bah écoutez, allez-y. Mais ça représente, les chars de combat peuvent représenter une forme de guerre euh, qui s'étend, parce que c'est sur le continent européen aujourd'hui, qui s'étend, qui quitte la zone ukrainienne et qui s'étend sur des pays limitrophes et pourquoi pas sur tout le continent euh, européen. Alors on descend euh, et nous voyons beaucoup de robots, beaucoup d'automatisation, de robotique, de l'IA, des chiens robots, etc. Ça, c'est une. Alors, on n'en parle pas beaucoup en Occident, mais moi, je vous invite à écouter des personnes comme Ozon, qui sont des spécialistes de. C'est pas Ozon, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, mais ça va me revenir. Qui sont des spécialistes de la Chine. Allez sur YouTube et regardez les spectacles de drones que font les Chinois actuellement. C'est juste magnifique. Et donc, la robotique, l'IA, va prendre de plus en plus de place dans notre société. Il y a des métiers qui vont disparaître, c'est certain, ça, voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir. Et là, il va falloir être stratège, il va falloir être intelligent pour, euh, pour vous-même et vos enfants, d'orienter euh, vos enfants sur la prise en main, la compréhension de ce que c'est qu'une intelligence artificielle, de ce que c'est que de la robotique avancée, qu'est-ce que c'est que de la physique quantique, etc., etc. Moi, ce que je conseille aux gens, euh, c'est oui, il faudra des diplômes parce que malheureusement, on est dans un monde où sans diplôme, sans certification, bah, pour trouver un travail, c'est compliqué. Mais voilà, il y a des fondamentaux, hein, d'accord? Il y a des fondamentaux, et les fondamentaux, c'est de très bien s'exprimer dans la langue
locale, donc ça peut être en français, mais avoir plusieurs langues à son arc. Aujourd'hui, il faut savoir parler français, anglais, euh, arabe ou espagnol ou russe ou chinois ou que sais-je, mais en fait, faut avoir minimum trois langues. Faut être, voilà, il faut être fluent sur minimum trois langues. Et le plus important, là où je fais un focus avec les personnes que j'accompagne, c'est les mathématiques. Voilà, il faut absolument que vos enfants maîtrisent les mathématiques parce que tout est une question de mathématiques aujourd'hui. Et pourquoi la Chine est arrivée à ce niveau-là de développement, c'est parce qu'ils ont changé de paradigme dans les années 90. Je vous la fais courte, mais ça fera l'objet d'une autre émission. Je vous la fais courte. Vous avez une personne que le gouvernement chinois a écouté et qui ont véritablement changé le paradigme au sein des écoles et ils ont fait un focus sur les matières au sens large, mathématiques, sciences. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les milliers d'ingénieurs qui sortent, les Chinois, ils ont les meilleures universités aujourd'hui. Et les mathématiques, comprendre les fondamentaux de la mathématique, ça va être hyper important pour les années à venir. C'est mon avis. Le reste, ce sera accessoire. Si c'est jouer du piano ou s'il sait faire autre chose, bon, tant mieux. Mais il faut absolument qu'il maîtrise, qu'il sache parler, qu'il sache s'exprimer, notamment en public, et, euh, et les mathématiques. Voilà. Alors, bien entendu, on a des drones, des avions. C'est pas un avion, je pense que c'est un drone de combat. On a des satellites. Voilà, c'est un monde qui est absolument connecté et qui est d'ailleurs sous forme de rond. On pourrait penser de prime abord que c'est une planète, alors que non, pas du tout. C'est pas une planète, c'est un ballon de foot représenté par le joueur qui est là. Et n'oublions pas que 2026, c'est aussi la Coupe du Monde euh, aux États-Unis, d'accord? États-Unis, Canada, Mexique. Euh, donc c'est la raison pour laquelle The Economist fait un clin d'œil au niveau du sport et des loisirs. Euh, et donc je reviens aussi sur, pour ne pas oublier, donc je vous disais donc les langues, la, la, les langues, les mathématiques, le sport. Le sport, n'oubliez pas le sport, parce qu'il faut être en bonne santé, en bonne condition physique tout le temps. Et je rajouterai aussi, ça j'ai oublié de le dire, je rajouterai aussi l'histoire. Il faut que vos enfants connaissent et comprennent leur propre histoire. D'accord? Donc, en France, l'histoire commence en 1939. Non, l'histoire commence bien avant. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur l'histoire de France. Il faut absolument maîtriser votre histoire parce que quand vous êtes à l'étranger comme moi, vous allez dans des pays où les gens connaissent leur histoire. Ils sont fiers de ce qu'ils sont. Or, en France en l'occurrence, bah non, on a appris à détester la France. Voilà, on a appris à détester le drapeau tricolore. On a appris à détester les Français de souche. Il y avait une opposition qui avait été faite entre noirs arabes et blancs. Les blancs étaient des racistes et les noirs et les arabes étaient des voyous. Voilà. Euh, Aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que ceux qui défendaient les Noirs et les Arabes dans les années 90, aujourd'hui sont des gens donc des socialistes, hein, ce sont les mêmes qui aujourd'hui sont passés à droite, voire même à l'extrême droite, par rapport au conflit israélo-palestinien. Revenons sur vie économiste. Euh, sur la partie financière au niveau mondial, on ne sait pas ce qui peut se passer. Sur les 15-20 dernières années, on voit que la bourse, elle augmente. Ici, on voit un graphique qui, euh, qui a tendance baissière. Qu'est-ce que peut signifier? Est-ce qu'on parle de la bourse? Est-ce qu'on parle de l'économie? Euh, voilà, c'est encore flou. À, à long terme, on sait que la bourse augmente, même si
même si elle est déconnectée de la réalité. Mais si vous êtes une personne qui possède des actions, des obligations, ou qui boursicotait, comme on dit dans le jargon, euh, voilà, si vous pouvez vous faire de l'argent même si c'est en tendance baissière. Mais que représente ici ce graphique? J'ai des doutes. J'ai des doutes. Euh, c'est la partie 1. On fera une partie 2 où je vais vraiment affiner euh, mes explications et mes interprétations. Mais là, comme ça, euh, je pense pas que ce soit de la bourse. Je pense plutôt que c'est plutôt lié à l'économie. Donc voilà les amis, ça fait 20 minutes. Je voulais pas être trop long. J'ai juste brossé un portrait de vie économiste. Et on va faire un focus sur la partie 2 sur le conflit euh, sino-américain. Et je vous donnerai des chiffres qui sont absolument parlants euh, de la débâcle occidentale face au monde euh, asiatique qui l'emporte haut la main. Dernière chose, euh, pour illustrer tout ça, il y a une étude PISA qui est sortie. Donc l'étude PISA, c'est une étude qui compare le niveau sur trois matières dans les mathématiques à travers le monde. Et ben, comme d'habitude, les Asiatiques sont devant, et notamment Singapour, qui sont absolument, voilà, c'est phénoménal ce qu'ils arrivent à faire. C'est une petite, un petit pays, mais encore une fois, qui ont mis l'accent sur les sciences et les mathématiques, et aujourd'hui on voit où est-ce qu'ils en sont. Merci les amis, c'était la partie 1 de l'explication de Vie économiste 2026, et on se retrouve très vite pour la deuxième partie. À très bientôt.